Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review des Survivor Series 2009. Donc moi ça me fait toujours plaisir de revoir un pay-per-view de l'année 2009. Je pense que c'est le cas pour n'importe quel fan de catch. Il y a toujours une année qu'on porte un peu plus dans notre cœur. Et étrangement, j'ai pas vraiment d'explication pourquoi, mais moi 2009 c'est une année qui m'a plus marqué que les autres. Et ça me fait toujours plaisir en fait de revoir un show de cette année-là. Donc voilà, ça me faisait vraiment plaisir de revoir ce show parce que je l'avais pas revu depuis 2009. Donc voilà, donc comme d'habitude je vais vous présenter le show et puis on va pouvoir attaquer la review de ce pay-per-view tout simplement. Donc alors ce pay-per-view s'est tenu le 22 novembre 2009, c'était à Washington DC, c'était au Verizon Center devant 12 500 spectateurs et le thème musical de ce pay-per-view c'était Get Through This, The Art of Dying, un thème que j'aime plutôt bien. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce show, et donc on va pouvoir attaquer la review tout simplement. Et donc l'opener de ce pay-per-view, c'était un traditionnel Survivor Series Tag Team Match. Quoi de mieux pour lancer un Survivor Series, ça me paraît normal. On avait d'un côté la team Miz et de l'autre la team Morrison. Donc alors je vais vous faire forcément la présentation des équipes. Donc dans la team Miz, on avait le Miz forcément qui était le capitaine, on avait Sheamus, Drew McIntyre, Jack Swagger et Dolph Ziggler. Et dans la team Morrison, on avait forcément le capitaine, John Morrison, on avait Matt Hardy, Shelton Benjamin, Finlay et Evan Bourne. Match qui a duré 21 minutes, donc voilà. Première chose que j'ai à dire par rapport à ce match, avant même de donner mon avis en fait sur la qualité de ce match, il y a une chose qui m'a assez frappé quand j'ai vu les participants de ce match, c'est que il y a vraiment la nouvelle génération qui était présente, vraiment très présente même pour ce match, parce que surtout je trouve dans la team Miz, parce que à part le Miz qu'on voyait déjà depuis un certain temps à la WWE, on avait Sheamus qui était là depuis environ 4-5 mois à tout casser, on avait Drew McIntyre qui était là depuis très peu de temps. Pour vous dire à quel point il était là depuis vraiment très peu de temps, il avait même pas comme thème Broken Dreams, c'était vraiment son tout premier thème que j'avais d'ailleurs au passage oublié. On avait Jack Swagger qui était là depuis environ, je sais pas, allez, un an au gros maximum. Et on avait Dolph Ziggler qui était là depuis environ un an et demi au gros maximum aussi. Et dans l'équipe de Morrison, on avait Evan Bourne qui lui aussi était là depuis environ un an. Donc il y avait vraiment une nouvelle génération qui était présente dans ce match. Donc je vais vous donner l'élimination de tous les catcheurs dans l'ordre, donc je vais essayer d'être assez rapide. Le premier éliminé, eh bien ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Dolph Ziggler qui s'est fait éliminer avec un airborne de la part de Evan Bourne au bout de 4 minutes de match. Ensuite c'est Evan Bourne qui se fait éliminer par Drew McIntyre avec le Future Shock DDT 10 secondes plus tard. Ensuite c'est Finlay qui se fait éliminer par Sheamus avec un Brogue Kick au bout de 5 minutes. Ensuite, c'est Jack Swagger qui se fait éliminer par John Morrison avec le Starship Pain au bout de 12 minutes. Ensuite, c'est Shelton Benjamin qui se fait éliminer par le Miz avec son fameux Skull Crushing Finale au bout de 15 minutes. Ensuite, c'est Matt Hardy qui se fait éliminer par Drew McIntyre avec à nouveau le Future Shock DDT au bout de 17 minutes. Et ensuite, on a John Morrison donc, qui était tout seul face à 3 catcheurs. Finalement il se sera battu comme il pouvait, mais à 3v1 c'est quand même assez compliqué, et finalement John Morrison se fait pin avec un hide cross de la part de Sheamus. Donc voilà, victoire donc de la team Miz. Donc forcément il restait Sheamus, Drew McIntyre et le Miz. Donc voilà. Mon avis sur ce match, tout simplement c'est un match plutôt sympa pour ouvrir le pay-per-view, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Après c'était pas non plus un mauvais match, c'est un match plutôt sympa, il y avait quand même pas mal de catcheurs assez green, je pense surtout à Sheamus et Drew McIntyre, c'était pour moi vraiment les deux qui me sautaient aux yeux. Mais non, c'est un match plutôt sympa avec des catcheurs quand même assez bons dans le ring, donc voilà, c'est un match que j'ai trouvé sympa, rien de plus. Donc au niveau de la note j'ai mis 7 sur 10, et donc on commençait la soirée plutôt bien. Ensuite, le deuxième match de ce pay-per-view, c'était un match entre Batista et Rey Mysterio. Alors, je vais quand même expliquer pour ceux qui ne suivaient peut-être pas le catch à l'époque, ou bien pour ceux qui auraient peut-être oublié pourquoi les deux s'affrontaient, puisque faut quand même pas l'oublier, Batista et Rey Mysterio sont potes, que ce soit en vrai ou bien même sur les écrans de la VE. Alors, en fait, c'est simple. Au pay-per-view d'avant, c'est-à-dire à Bragging Rights,
on avait un Fatal 4-Way pour le titre poids lourd avec donc Mysterio, Batista, Punk et Taker. À un moment du match, Batista allait gagner le match. Et en fait, Rey Mysterio a cassé le tombé. Et là, Batista, il a vu rouge, parce que très clairement, il en a eu marre. Donc ensuite, après le match, il y a eu, si je me souviens bien, une genre de post-interview, chose qu'ils font d'ailleurs assez rarement à la WWE, surtout à cette époque-là. Et donc, voilà, Batista prend le micro, et donc il va voir Mysterio, et on voit Batista qui est dégoûté, vraiment. Il dit très clairement à Mysterio qu'il en a marre, que ses potes, lui, comme on dit, stab in the back, qui en fait, que ses potes le trahissent dans son dos. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ce moment, parce que je trouve que Batista joue extrêmement bien. Genre, ça fait 10 ans que je regarde du catch, c'est l'un de mes, peut-être mon heel turn préféré même. Je vais carrément être franc avec vous, je crois que c'est mon heel turn préféré, parce que Batista joue tellement bien, sans déconner, ce heel turn, je le trouve incroyable. Batista qui rigole et qui lui dit je vais te décrocher la tête mec, et tu vois son visage qui change, et qui ensuite, mais il défonce Rey Mysterio, genre c'est violent quoi. Ensuite il le cale contre le tablier du ring, et c'est là, c'est le moment que tout le monde retient. Il lui hurle littéralement t'étais supposé être mon pote, et ensuite il le démonte, il finit son travail. Donc voilà, très clairement Batista en avait marre, et Batista on va dire ce moment a lancé le hit turn de Batista. Et je pense que cette période-là de Batista, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je pense que c'est mon run préféré de Batista. Je le trouvais absolument incroyable en heel. À ce moment-là, Batista, sans déconner, hein, il était mais génial. En heel, il était génial, et je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas eu un run comme ça plus tôt, parce que bordel de merde, il était génial, il était excellent en heel. Enfin bref, voilà. Voilà, j'ai un petit peu débordé, mais voilà, je voulais vous donner mon avis par rapport à ça, parce que vraiment, ce heel turn, je le trouve incroyable. Bref, donc voilà, c'était le règlement de compte entre Batista et Rey Mysterio, match qui a duré un peu moins de 7 minutes, donc c'est pas énorme. Et au final, j'ai noté que Mysterio s'était quand même plutôt bien défendu, surtout dans les premières minutes. C'est lui qui a limite dominé le match avec sa vitesse. Il a notamment réussi à un moment à enchaîner un 619 dans le dos, un 619 dans les côtes et un 619 traditionnel dans la tête. Ensuite, il lui a fait un West Coast Pop. Et ensuite, il a voulu enchaîner avec un Frog Splash en la mémoire de Eddie. Et Batista, en fait, l'a contré en lui mettant les genoux. Donc forcément, c'est Mysterio qui a douillé. Et c'est là que Batista a fini son travail. Puisque donc il est arrivé, ensuite il a enchaîné avec un Spear. Ensuite, il lui a mis un gros Spinebuster. Et il a enchaîné avec 3 Batista bombes d'affilée. Et l'arbitre a été obligé d'arrêter le match parce que Mysterio était complètement KO. Il était mort, il n'en pouvait plus. Donc voilà, victoire de Batista sur Rey Mysterio par décision, par KO, voilà, par décision de l'arbitre. Donc voilà, le match en lui-même était pas fou, très clairement. En même temps, j'ai envie de vous dire, la durée était pas folle. Le match en lui-même était très clairement pas incroyable. Après, c'était pas non plus une purge, mais très clairement, il y avait rien de fou dans ce match, hein, je préfère vous le dire. J'ai mis juste la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. Mais c'était surtout, on va dire, ce heel turn de Batista qui était super notable. Après le match entre les deux, pas vraiment, mais le heel turn de Batista sur Mysterio, il est grandiose pour moi. C'est joli, sans déconner, hein, je crois que c'est vraiment mon heel turn préféré depuis que je regarde le catch, parce que je le trouve incroyable. Et si vous l'avez jamais vu, parce que vous êtes fan de catch depuis peu de temps, vous mettez Batista Rey Mysterio Bragging Right 2009, vous allez trouver facilement la vidéo, et osez venir me dire que le heel turn n'est pas très bien réussi. Le heel turn, je le trouve vraiment génial. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était un match plutôt sympa. Un match vraiment pas fou. J'ai mis 5 sur 10. Et après le match, Batista a continué, puisque donc il a porté un Spinebuster sur Mysterio directement sur une chaise. Et ensuite il s'est barré. Et donc Mysterio a fini sur une civière. Voilà, c'était quand même assez chaud. Mais au moins, là, on peut le dire, c'est un heel turn totalement réussi. Ensuite, le troisième match de ce pay-per-view, c'était un traditionnel Survivor Series Tag Team match. On avait la team Kofi Kingston face à la team Randy Orton. Dans la team Kingston, on avait forcément en capitaine Kofi Kingston. On avait MVP, Mark Henry, Christian et R-Truth. Dans l'équipe de Randy Orton, on avait Randy Orton, forcément le capitaine. On avait Ted DiBiase,
Cody Rhodes, CM Punk et William Regal. Au niveau de la durée, le match a été, je crois, genre 5 secondes plus court que le premier traditionnel Survivor Series Tag Team Match, donc pareil, dure environ 21 minutes. Donc je vais vous donner l'ordre des éliminations. Donc le premier éliminé, c'est Mark Henry, qui se fait surprendre par un RKO de Randy Orton après seulement 50 secondes de match. Ensuite, c'est R-Truth qui se fait éliminer par CM Punk avec un JTS au bout de 3 minutes. Ensuite, c'est Ted DiBiase qui se fait éliminer par Christian avec un Diving Sunset Flip au bout de 5 minutes. D'ailleurs, j'ai trouvé cette élimination peut-être un peu trop facile. Ensuite, William Regal se fait éliminer par MVP avec un Big Boot au bout de 7 minutes. Enfin, je sais plus comment il appelait ça, c'était un genre de Yakuza Kick. Enfin bref, pareil, je trouve ça un petit peu soft comme élimination. Ensuite, c'est MVP qui se fait éliminer par Cody Rhodes avec un Crossroads au bout de 10 minutes de match. Ensuite, c'est Cody Rhodes qui se fait éliminer par Christian avec le Kill Switch au bout de 11 minutes. Ensuite, c'est Christian qui se fait éliminer par Randy Orton avec le RKO au bout de 13 minutes. Et donc, à ce moment-là, Kofi Kingston était seul dans son équipe face à CM Punk et Randy Orton. Et j'ai pas aimé. Et j'ai pas aimé en fait cette entre guillemets finale entre Punk et Kofi. Parce que comme vous pouvez le voir, la finale entre les deux a duré presque 8 minutes. C'était trop long pour moi. Cette finale était trop longue. Ou en tout cas, si tu veux faire une finale qui dure aussi longtemps, fais-la mieux que ça. Parce que j'ai pas trouvé la finale si folle que ça. Enfin bref, voilà. Par contre, cela dit, gros big up pour la fin du match que j'ai vraiment bien aimé. Je m'en souvenais, d'ailleurs je m'en souvenais par cœur de cette fin de match. Pourtant j'ai une mémoire de merde. Pour vous dire que ça m'avait marqué à l'époque. Puisque donc Kofi arrive à faire un roll-up express sur CM Punk au bout d'un moment. Et donc pendant ce temps-là, Randy Orton essaye de rentrer dans le match, de rentrer dans le ring le plus rapidement possible. Et en fait, Kofi, en ayant à peine fini le roll-up, se lance vers Orton et lui porte un Trouble in Paradise. Du coup, Orton n'a le temps de rien faire. Et donc voilà, Kofi élimine Randy Orton et CM Punk en l'espace de quoi 5 secondes à tout casser, 6 secondes. Enfin, j'ai vraiment bien aimé la fin, j'ai vraiment trouvé cool. Donc, mon bilan de ce match, c'est que je l'ai trouvé meilleur que le premier. Cela dit, il y a des choses qui m'ont fait baisser la moyenne du match, et du coup, vous allez voir que au niveau de la note, j'ai mis comme le premier, j'ai mis 7 sur 10. Mais si je vais comparer les deux, je dirais que le deuxième est meilleur, mais il y a des choses qui m'ont fait baisser la moyenne du match, et c'est dommage. Par exemple, ce que j'ai pas aimé, c'est que pour moi, il y a eu des éliminations trop faciles. Ça s'enchaînait beaucoup trop rapidement à un moment. Et puis même, il y a des prises pour moi, c'était quand même assez abusé, je trouve. Et j'ai pas aimé la finale entre CM Punk et Kofi Kingston, j'ai pas vraiment aimé. Donc au final, c'est ces deux choses-là qui ont fait baisser la moyenne du match, c'est dommage. J'ai mis 7 sur 10, mais voilà, c'était un match plutôt sympa, mais il n'y avait rien de fou encore une fois. Mais j'ai noté que c'était quand même une grosse victoire pour Kofi Kingston. Et voilà quoi, le mec il a quand même pin CM Punk et Randy Orton pour faire gagner son équipe. Deux anciens champions du monde, c'est quand même pas rien. Donc voilà. Ensuite, c'était le prochain match, c'était un triple threat match pour le World Heavyweight Championship. On avait le champion qui était l'Undertaker face à Chris Jericho et le Big Show. Petite précision quand même, les deux à l'époque étaient champions par équipe et les deux sont rentrés sur leur thème musical et ils sont rentrés solo, ce que je trouve normal. Mais vous allez voir pourquoi est-ce que je fais cette précision. Je vais en parler un peu plus tard. Match qui a duré 14 minutes, donc c'est une durée plutôt sympa. Alors mon avis sur ce match, c'est que il y avait rien de fou. Voilà, je vous annonce la couleur. Pour moi, ce match était vraiment pas incroyable. Pourquoi ? C'est simple. Le début de match était vraiment assez chiant, très clairement, avec un travail en fait d'équipe, c'est-à-dire Jericho et Big Show se sont alliés face au Taker. Et puis surtout, je veux dire, pas besoin d'avoir fait Sciences Po, pas besoin d'avoir fait Bac+5 pour comprendre ça, mais dans un triple threat match avec le Taker et le Big Show, forcément t'as pas un rythme incroyable. Le seul gabarit qui peut vraiment apporter de la vitesse, c'est Jericho. Et au final, ça a été un triple threat match assez lent. Après, ça m'a pas surpris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, le but d'un triple threat match, c'est de rajouter du rythme. Là, forcément, le rythme n'était pas incroyable. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage.
Finalement, je vais revenir directement à la fin du match parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. En fait, à la fin, si vous voulez, on a le Big Show qui a porté le KO Punch sur Jericho. Ensuite, il a voulu enchaîner avec un chokeslam sur le Taker. Et en fait, Taker l'a contré et lui a porté le Hell's Gate et a fait abandonner le Big Show. Donc voilà, victoire de l'Undertaker qui conservait à l'époque le World Heavyweight Championship. C'était très clairement pas un match très marquant, c'était très clairement pas incroyable. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux, même si je m'attendais pas à un match fou, hein, je vous le dis franchement. J'attendais quand même un peu mieux de ce match et franchement, ouais, c'était pas fou. Franchement, c'était vraiment pas fou. Donc au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Ça reste un match correct, mais ça s'arrête là. Et puis bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un point positif? Un match correct pour le titre poids lourd. Normalement, ça devrait pas être correct, ça devrait être bon. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était le troisième et dernier traditionnel Survivor Series Tag Team Match. C'était ce coup-ci du côté des femmes. Là, au moins, je peux pas me plaindre, hein, parce que pour les Survivor Series 2002, justement, ils en avaient fait aucun. Là, on en a 3. C'est peut-être un peu trop. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, on avait la team Mickie James, composée forcément de Mickie James, Kelly Kelly, Melina, Gail Kim et Eve Torres, face à la team Michelle McCool, composée forcément de Michelle McCool, Jillian Hall, Beth Phoenix, Layla et Alicia Fox. Match qui a duré presque 11 minutes, donc c'est une durée plutôt sympa, surtout pour les femmes. Donc je vais vous donner l'ordre des éliminations de ce match. Donc alors, première éliminée, Layla, qui se fait éliminer par Kelly Kelly avec le K2, au bout de seulement 1 minute de match. Ensuite, c'est Gail Kim qui se fait éliminer par Michelle McCool avec le Faith Breaker au bout de 2 minutes de combat. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que le Faith Breaker, eh bien c'est le Styles Clash. Voilà. Ensuite, c'est Jillian Hall qui se fait éliminer par Eve Torres avec un Diving Sunset Flip, au bout de 3 minutes de match. Ensuite, c'est Eve Torres qui se fait éliminer par Beth Phoenix avec le Glam Slam, seulement quelques secondes après l'élimination de Jillian Hall. Et seulement quelques secondes encore une fois après, Kelly Kelly se prend elle aussi le Glam Slam pour se faire éliminer par Beth Phoenix. Ensuite, Beth Phoenix se fait éliminer par Mickie James avec un roll-up au bout de 5 minutes de match. Ensuite, c'est Alicia Fox qui se fait éliminer par Mickie James avec un Luthes Press de la 3e corde au bout de 6 minutes de match. Et enfin, Michelle McCool, qui était donc seule face à Melina et Mickie James, s'est défendue comme elle pouvait, un petit peu comme John Morrison, mais le numbers game était trop dur pour elle. Et donc au final, c'est Michelle McCool qui se fait éliminer en dernier avec un Sunset Flip Powerbomb de la part de Melina. Et donc voilà, victoire de Melina et Mickie James, enfin la team Mickie James si vous préférez. Pour ce qui est du match en lui-même, j'ai pas noté grand chose. La seule chose que j'ai noté, c'est que c'était pas un match fou et que les éliminations semblaient vraiment trop faciles et qu'en plus de ça, on a eu des botches. Donc ouais, c'était vraiment pas fou comme match, je vous le dis franchement. Il y avait vraiment, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais j'ai envie de vous dire, la division féminine à cette époque-là, c'était pas fou, hein, en même temps, on va pas se le cacher. Donc au niveau de la note, j'ai mis 4,5 sur 10. Puis on va pouvoir attaquer le main event. Le main event de ce pay-per-view, c'était pour le WWE Championship. On avait donc un triple threat match, donc vous l'avez compris. Les 2 matchs de championnat poids lourd étaient défendus dans des matchs triple menace. Donc on avait le champion John Cena face à Shawn Michaels et Triple H qui à l'époque formaient la DX. Match qui a duré 21 minutes. Donc c'est le match le plus long de la soirée. Il y a un truc qui m'a dérangé. Avant même d'attaquer le match, je vous le dis, il y a un détail qui m'a vraiment dérangé. C'est-à-dire que donc on a un triple menace pour le titre WWE. Et vous avez Shawn Michaels et Triple H qui rentrent ensemble sur le thème de la DX. Je comprends que c'est des potes. On le sait, Triple H et Shawn Michaels, c'est les meilleurs amis du monde dans la vraie vie. On le sait, on n'est pas bête. On le sait. Mais, et surtout, voilà, on sait aussi que les mecs formaient la DX. On n'est pas bête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un match pour le WWE Championship. C'est pas un travail d'équipe. C'est chacun pour sa gueule. Et je suis désolé, mais ça m'a dérangé. Par exemple, Jericho, ils sont arrivés chacun, séparément,
sur leur thème musical, ça me paraît normal. Donc ça, je vous le dis franchement, ça m'a vraiment dérangé. Je sais bien, c'était pour chauffer le public, tout ce que vous voulez, hein, mais quand même, ça m'a dérangé. Je suis désolé, c'est pas normal. Enfin bref, voilà, c'était une note à part que je voulais quand même préciser parce que ça m'a quand même pas mal dérangé, l'air de rien. Alors, ce match pour moi s'est déroulé en deux parties. Voilà, je vais vous l'expliquer comme ça. Pour moi, ce match s'est déroulé en deux parties. Il y a la première partie où, pendant un moment, en fait, si vous voulez, la première partie de ce match, elle se découpe en deux parties. Première partie, de cette première partie, je sais c'est compliqué, en fait, c'était Shawn Michaels contre John Cena, et arrivé à un tournant du match, ensuite, ça a été Triple H face à John Cena. Ça a été la première partie. La seconde partie a été bien meilleure, je vous le dis franchement. Cela dit, alors, petite précision, enfin, j'ai noté pas mal de choses sur ce match, ne serait-ce que le début du match qui te hype de ouf, c'est-à-dire que la cloche vient de sonner. T'es à fond dans l'ambiance, tout ce que vous voulez. Et au bout de quoi? Allez, 6 secondes de match à tout casser, on a Michaels qui porte un Switch in Music sur Triple H. Ça pareil, ça faisait 8 ans que je l'avais pas vu ce match, je m'en souvenais encore, pour vous dire à quel point ça m'avait marqué. Et on a eu un chant holy shit de la part du public. John Cena n'en revenait pas, il se demandait mais attends, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Et je vous avoue que pour te chauffer dans un match, tu peux pas mieux commencer un match quoi. Sans déconner, c'était vraiment énorme. Donc voilà, à partir de ce moment-là, donc on a eu Michaels face à Triple H. Ensuite, donc le tournant de cette première partie, c'est qu'à un moment du match, donc Triple H est revenu, forcément, et ensuite il s'est vengé en portant un Spinebuster sur Shawn Michaels sur la table des commentateurs. Donc Michaels était out. Pendant ce moment-là, on a eu Cena face à Triple H. Donc voilà, ça vous avez au moins la bonne explication, je vous ai tout détaillé comme il fallait. J'ai noté que donc, arrivé dans la deuxième partie de ce match, c'était quand même vachement cool. On a notamment eu en fait à un moment un long enchaînement, c'est-à-dire qu'on a eu un STF, un long STF de Cena sur Triple H. Finalement, Triple H avait réussi à aller chercher les cordes, en tout cas il était vraiment pas loin d'y être. On a Michaels qui se jette sur Cena et qui lui porte un crossface, donc pareil le crossface dure un bon moment. Finalement Cena arrive à reverser la prise et ensuite porte un STF sur HBK, donc c'était quand même un très joli enchaînement, c'était un bon moment, j'ai vraiment bien aimé. On a eu également le spot dont je vous avais parlé, qu'on a d'ailleurs eu très récemment à Hell in a Cell, avec Dillinger, Styles et Corbin, c'est-à-dire qu'on a eu un switch in music de Michaels sur Triple H, et la carcasse de Triple H en fait tombe sur Cena, donc du coup l'arbitre est obligé de faire le tomber, et donc finalement Cena se dégage à deux, mais j'aime vraiment bien ce genre de spot, ils le font pas souvent plus de ça, donc ça c'est vraiment cool. Et je vais revenir à la fin de ce match, donc en fait à la fin, on a Triple H qui voulait porter son pedigree sur John Cena. Finalement, on a Shawn Michaels qui vient porter son Switch in Music sur Triple H. Et ensuite, Michaels se fait surprendre par l'attitude adjustment de John Cena. Et Michaels, en fait, retombe sur Triple H. Et donc, John Cena fait le tomber et remporte le match. Donc voilà, John Cena gagne le match et donc conserve le WWE Championship. C'était vraiment un très bon match pour conclure ce pay-per-view. Très clairement, le meilleur match de la soirée, il n'y a pas de discussion possible, il est quand même assez loin devant, c'est vraiment le seul bon, voire très bon match qu'on a dans ce pay-per-view. J'ai mis 9 sur 10, c'est vraiment dommage que la première partie n'ait pas été incroyable, parce qu'au final c'était à chaque fois du 1v1 avec l'un des deux membres de la DX qui était KO, c'est vraiment dommage que ça ait été construit de cette manière. Mais la deuxième partie était vraiment très quali, et c'est pour ça que j'ai mis 9 sur 10, donc c'est une très bonne note, et vraiment un très bon match que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vu, ou que vous n'avez pas vu depuis un bon moment, parce que j'ai vraiment bien aimé revoir ce match. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 6,41 sur 10, donc c'est pas une moyenne folle. Très clairement, ce pay-per-view, pour être simple, je vais vous la faire simple. Il y a un match à retenir, c'est le main event. Vraiment, c'est le seul match qui retient mon attention, c'est le main event, basta. Si vous avez un match à voir dans ce pay-per-view, c'est celui-là, c'est tout. Les deux Survivor Series Tag Team Match sont
sympa, ça s'arrête là. Le Batista Mysterio est pas fou. C'est surtout, on va dire, le heel turn de Batista qui est intéressant dans l'histoire. Le traditionnel Survivor Series Tag Team Match féminin est pas fou non plus. Et le Triple Threat Match pour le titre au poids lourd est passable et sympatoche, ça s'arrête là. Donc au final, vraiment, c'est ce qu'on appelle un one match pay-per-view. C'est un pay-per-view que tu retiendras seulement pour un match et c'est le main event. Et ça s'arrête là. Après, est-ce que pour autant ça veut dire que c'est un mauvais show? Non, pour moi c'est un show qui est sympatoche, vraiment. C'est un show qui est sympatoche. Ça s'arrête là. C'est pas un show qui va te faire lever de ta chaise. Tu vas pas te prendre une claque en voyant ce show, mais c'est pas non plus une purge. Donc voilà, c'est un show que j'ai quand même pris du plaisir à revoir parce que je vous le dis, mais l'année 2009, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais elle me fait quelque chose cette année-là. À chaque fois que je revois un pay-per-view de cette année-là, j'ai ce côté nostalgique que je ne saurais expliquer parce qu'au final, je pourrais avoir cet effet-là pour l'année 2008 ou bien même pour 2010, mais l'année 2009, je sais pas. Elle me fait quelque chose cette année-là et très clairement, ça m'a fait plaisir de revoir ce pay-per-view, mais très clairement, entre cette édition-là et 2002, j'ai préféré 2002, il n'y a pas photo. Enfin bref. Voilà, bah écoutez, cette review est terminée. Je vous invite tout simplement votre avis sur ce show en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous en avez forcément des souvenirs, hein. Quel a été votre match préféré, celui que vous avez le moins aimé? Qu'est-ce que vous avez pensé du hit turn de Batista? Puis voilà, comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager la vidéo si vous en avez envie, hein, je ne vous force pas, hein. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo pronostic des Survivor Series 2017. Je ne connais pas encore la carte à l'heure où je tourne cette vidéo. Je viens juste de voir qu'on allait peut-être avoir Jinder Mahal face à Brock Lesnar. Je prie, hein, je ne suis pas croyant, je suis athée, mais je prie pour qu'on n'ait pas ça. Hein. S'il vous plaît, ne faites pas cette merde. Hein. Enfin bref, voilà. Je prie tout ce que je peux prier, je croise tous les doigts que je peux croiser. Enfin bref, voilà. D'ici là, donc prenez soin de vous. Salut tout le monde.